Le suicide de Pierre Bérégovoy est donc un assassinat. Donc du 15 octobre 2021 au 21 octobre 2021, l'année dernière, j'ai fait toute une vidéo très lente et très nonchalante de plus d'une heure pour expliquer cela. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Bérégovoy, c'est un grand homme d'État français qui s'est suicidé officiellement le 1er mai 1993 dans la Nièvre où il était député et maire. Et il était Premier ministre de François Mitterrand, Premier ministre sortant. La gauche venait de perdre les élections, ce qui fait que donc François Mitterrand a dû changer de ministre pour entrer en cohabitation. Et lui, il avait gagné puisqu'il est resté député et maire de sa circonscription. Le 1er mai en France, c'est un jour férié. Donc quand on dit que Pierre Bérégovoy s'est suicidé, on n'est pas contre que c'est un assassinat, on n'est pas contre Pierre Bérégovoy. On n'est pas contre sa femme ou sa famille. C'est parce qu'on s'était promis d'être modéré et d'avoir de la pondération, en fait par respect pour la police. Suicide policier veut dire qu'un policier est un assassin. Et quand on dit ça, on n'est pas contre la police. Je n'ai jamais fait cette réserve depuis que je traite ce genre de sujet. Mais quand tu dis qu'il y a un assassin dans la police, tu n'es pas contre la police. Hein. Un policier, en fin de compte, est un homme comme tout le monde. C'est-à-dire un gros papa, il joue avec ses enfants comme tout le monde. Hein. Donc s'il y a un seul voleur ou un seul assassin dans la police, même les policiers ne sont pas pour. Et même si la police se détériore, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, quand moi je suis arrivé en Belgique il y a 35 ans, lors des manifestations, on tirait sur les manifestants avec des canons à eau. Je venais du Cameroun. En 1985 en Belgique, et même dans toute l'Europe, lors des manifestations, il y avait des canons à eau qui existaient toujours. On tirait sur les manifestants avec des canons à eau. Et moi qui venais du Cameroun, qui était réputé, on dit qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Et donc quand tu arrives en Europe, la première chose moi j'étais très fainéant quand j'étais à la faculté de médecine. J'étais un brillant étudiant, mais très fainéant, j'allais jamais au cours. Je passais mes journées à regarder la télévision, du matin jusqu'au soir. Une fois tous les 15 jours, mes copains venaient avec d'autres pour crier, et puis j'allais à 1 heure ou 2 heures de cours, mais j'allais au cours une fois tous les 15 jours parce que des amis étaient venus en poussant des cris. Oh, on t'a pas vu depuis 15 jours. Je regardais la télé du matin jusqu'au soir, de 11 heures le matin jusqu'à 23 heures. Et alors donc, à l'époque, on tirait sur les manifestants avec des canons à eau. On ne tirait pas avec du laser comme la police tire aujourd'hui. Donc ça c'est un signe que la police s'est beaucoup dégradée. Et à l'époque, moi qui venais d'arriver en Europe, je trouvais ça très amusant. D'ailleurs, les policiers qui tiraient étaient amusés. Ils tiraient avec un sourire. Et les manifestants qui recevaient ce jet d'eau qui est puissant, hein, ils le recevaient, ils étaient amusés eux aussi. Et c'était ça la démocratie, c'est-à-dire l'expression de la démocratie pour quelqu'un qui vient de l'étranger. Et pour tout le monde, un Chinois qui vient de Chine et qui arrive en France à l'époque et qui voit qu'on tire sur les gens avec des canons à eau, il sait que c'est ça la démocratie. Le même Chinois qui arrive aujourd'hui voit que la police tire avec des lasers sur l'œil d'une jeune fille de 19 ans qui est en train de manifester. Il sait que la démocratie c'est en Chine, c'est pas ici. Hein. D'un point de vue balistique, tu peux toucher l'œil de quelqu'un qui est une cible très pontiforme et infinitésimale que si la personne est immobile. Donc tout le monde qu'on a tiré sur son œil, c'était quelqu'un qui n'était pas en train de bouger. Hein. Il n'était même pas en train de parler, parce que quand tu parles, il y a un balancement de la tête qui fait qu'on ne peut pas toucher ton œil avec cette précision-là. Si tu es en train de marcher, il y a un balancement latéral, un balancement antéro-postérieur qui crée un balancement circulaire, que même si tu es en train de marcher avec un bébé, c'est-à-dire la vitesse d'un bébé de 1 an, on ne peut pas toucher ton œil. Un casseur, par définition, c'est comme un voleur de sac à main. Donc, il vient, il marche. Quand il arrache ton sac à main, il fuit. Un
Un casseur, il marche donc jusqu'à ce qu'il casse, tu sais pas que c'est un casseur. Et quand il casse, il fuit. Tu peux pas le toucher à l'œil. Donc toutes les personnes qu'on a touchées, d'un point de vue balistique et d'un point de vue juridique, n'étaient pas des casseurs. C'est parce que nous vivons dans un siècle où il y a 8 milliards d'abrutis. Les avocats, tout le monde, c'est des abrutis. Les policiers aussi, on l'a dit. Hein. Donc quand on dit qu'on a tiré dans l'œil d'un casseur, c'est faux. Hein. Tu peux pas toucher quelqu'un qui est en train de courir dans l'œil. Tu peux pas. Même avec les, comment on dit, les missiles à tête chercheuse, ça ne touche pas un avion avec précision. Hein. Ça ne touche même pas l'avion. Pour plusieurs raisons. Parce que l'avion détecte qu'on a lancé un missile. Il a ses propres moyens. C'est-à-dire même si le pilote est dans le coma, l'avion va se défendre tout seul. Hein. Il va accélérer, il va fuir à gauche, fuir à droite, fuir en haut, en bas. Et lancer des contre-mesures, ce qui fait que le missile à tête chercheuse le plus performant aujourd'hui ne peut pas toucher un avion. Il explose à une certaine distance de la source de la chaleur qu'il est en train de poursuivre et le souffle de l'explosion peut désarçonner le pilote et parfois même l'avion peut de cette façon-là être détruit. Mais il ne touche pas l'avion. Il ne peut pas toucher l'avion. De la même façon dont tu ne peux pas toucher quelqu'un dans son œil alors qu'il est en train de fuir, alors qu'il a cassé et qu'il est en train de fuir. Je répète, même s'il est juste en train de parler, les mouvements de la tête sont tels que même avec un laser, tu ne peux pas. S'il est en train de marcher, les balancements latéraux, antéro-postérieurs créent un balancement circulaire qui fait que tu ne peux pas toucher. Voilà. Donc Pierre Bérégovoy, c'est un homme très très intègre qui s'est suicidé supposément le 1er mai. Ces réserves comme ça que je fais maintenant, je ne les avais pas faites jusqu'à présent. Parce que quand tu t'attaques à un sujet grave comme celui-ci, il ne faut pas que quelqu'un ait l'impression que tu as peur. C'est pour ça que je n'avais fait aucune réserve jusqu'ici. Mais je précise pour la première fois que quand tu dis qu'il y a un tueur dans la police, tu n'es pas contre la police. Voilà. Je ne l'ai jamais fait ni depuis plusieurs années que je traite ce genre de sujet. Parce que ça aurait paru comme si tu avais un peu peur de ce que tu es en train de dire. Quand tu dis que Pierre Bérégovoy ne s'est pas suicidé, tu n'es pas contre Pierre Bérégovoy. Et quand on traite du sujet qu'on appelle le suicide policier en disant que suicide policier veut dire par définition que un tueur dans la police a tué un autre policier. Et il faut traiter ces sujets-là parce que quand tu es un jeune policier, on dit qu'un policier, un motard de 22 ans s'est suicidé. Mais sa femme ou sa compagne ou sa petite amie ne peut pas jamais faire son deuil. Les policiers, c'est des très grands sportifs, ils sont très beaux. Donc si tu as une petite amie comme ça, qui est peut-être boulangère, ou je sais pas moi, fleuriste, ou médecin, et que bon, elle est tombée amoureuse, et maintenant elle est avec un policier qui est très beau, et on vient lui dire que ton mec s'est suicidé, c'est pas possible, tu peux pas faire ton deuil. Hein. Et tu sais qu'il s'est pas suicidé. Un bel homme qui est avec une belle femme, il s'est suicidé. Donc quand on dit qu'un policier de 22 ans s'est suicidé, il ne s'est pas suicidé. Pierre Bérégovoy, revenons donc au sujet que nous avons déjà traité plusieurs fois. Nous avions promis, cette série de vidéos, nous l'avons commencé le 4 mai dernier. Et on avait promis de le faire sur 3 mois. Donc on l'a traité en mai, en juin, et on va le traiter en juillet aussi. Et on avait dit qu'on mettrait de la pondération, parce qu'on parle de la police, qui est un grand corps de l'État. Peut-être même le plus grand corps de tout l'État. Et que pour cela, nous nous étions imposés de la modération et de la pondération. Pierre Bérégovoy s'est supposément suicidé le 1er mai 1993. Voici quelques raisons pour lesquelles c'est un assassinat et pas un suicide. Toute la gauche qui était au pouvoir depuis 1981 avec François Mitterrand, qui était donc président depuis 1981, avait perdu les élections de manière grave. Et c'était que quelques députés qui avaient gagné comme lui, comme Pierre Bérégovoy. Et dans ce cas comme ça, tu ne peux plus parce que la gauche doit s'appuyer sur vous, sur les quelques députés qui n'ont pas perdu leur poste. Donc rien que pour cette raison-là, tu ne peux pas te suicider. D'une façon courte, le 1er mai en France, c'est la fête du travail. Et le jour de la fête du travail, les gens restent chez eux. Parce que c'est un jour férié en France. Tout le monde, le médecin qui n'est pas de garde, reste chez lui.
Et quand tu n'es pas de garde, ta femme, elle organise plein de choses pour que vous alliez avec les enfants par-ci, vous allez par là-bas. Voilà, des endroits terribles. Comme ça, vous profitez de votre journée de repos. Un jour férié, les gens restent chez eux. Pierre Bérégovoy, le 1er mai 1993, il a reçu 22 délégués syndicaux avec lesquels il a discuté pendant plusieurs heures. Et ensuite, il est allé dans un canoë-kayak. Et en troisième position, il a déjeuné avec sa famille. Et ce n'est qu'après cela qu'il s'est suicidé. Bon, on avait dit que donc jamais quelqu'un ne va se suicider au boulot. Dans le cas de Pierre Bérégovoy, c'est comme s'il était allé se suicider au boulot. Pierre Bérégovoy avait presque 70 ans et c'était un bel homme. Quand tu as 70 ans et que tu as cette carrure-là, tu as un très bel homme. Il avait un très beau sourire. Et quand tu es dépressif, on avait dit que le suicide, c'est une conséquence de la dépression nerveuse, qui est une maladie psychiatrique. Et quand tu es dépressif, jamais tu ne te rases, tu t'habilles pour aller te suicider au boulot. Ça, on avait expliqué longuement le mois dernier. Et quand tu es dépressif, donc on avait dit que les maladies psychiatriques sont 1 milliard de fois plus graves que les maladies somatiques. Quand tu as une entorse ou une douleur dentaire, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas parler avec 22 délégués syndicaux. Jamais. Tu as une douleur dentaire, tu ne vas pas parler même avec ta mère ou à ton épouse. Et quand tu reçois 22 délégués syndicaux, c'est la pire chose que quelqu'un puisse faire sur la terre. Il n'y a rien de jouissif dans ça. Parce qu'ils sont en train de te raconter des problèmes qui sont presque insolubles. Même pour quelqu'un dont il était Premier ministre. Hein. Voilà, il est mort Premier ministre littéralement. Et député et maire. Donc, quand tu es député au maire, au ministre, tu ne peux pas résoudre les problèmes que les délégués syndicaux présentent. C'est des problèmes très complexes. Ils disent, voilà, on a licencié 22 cheminots l'année dernière, et on va en licencier 100 l'année prochaine. Tu ne sais pas résoudre des problèmes comme ça. Parce que comme le dit François Fillon, il a dit, je suis ministre d'un pays qui n'a pas eu un budget équilibré depuis 30 ans. C'est ça que François Fillon a. Donc il y a une crise économique qui fait que les problèmes socio-professionnels qu'on a sont presque insolubles. Les problèmes de licenciement et des choses comme ça sont insolubles parce que on appelle ça usure complot. C'est-à-dire que l'État subit le diktat des gens qui font l'usure, pour ainsi dire. Voilà. Qui créent ce qu'on appelle unhappiness en faisant des manipulations qui sont décrites dans Ézéchiel chapitre 22, qu'on appelle usure, complot. Pour créer, ça dit, unhappiness, on dit ça, ça veut dire des mécontentements, et même plus, le mot n'existe pas. La traduction c'est mécontentement, oui, prenons ça comme ça. Et quand tu reçois 22 délégués syndicaux, qu'est-ce que tu leur dis? Pendant 1 heure, qu'est-ce que tu leur dis? Chacun raconte des trucs compliqués, hein, et tu n'as aucune solution. Donc c'est très pénible comme entretien. Et quelqu'un qui a une douleur dentaire ne reçoit pas même un seul délégué syndical. Et quelqu'un qui a une dépression nerveuse ne s'habille pas pour aller recevoir les 22 délégués syndicaux. Quelqu'un qui a 2 pas de se suicider ne fait pas ça. Et ensuite, il est allé en canoë-kayak. Quand tu es un député maire toute ta vie, les gens te parlent aussi. Hein. Les grands-mères, hein, ils ont des sujets comme ça qui parlent aux médecins. Du coup, dans mon quartier, dans mon immeuble, on m'a poussé, j'ai cassé mon poignet, ou qu'on a volé mon sac à main, on m'a bousculé, je me suis cassé l'épaule. Hein. Les médecins connaissent ces choses-là, les policiers, les hommes politiques connaissent ça. Hein. Les grands-mères parlent que de ça. Hein. Quand tu rencontres une grand-mère dans ton quartier, tu dis oui, dans mon immeuble, on m'a poussé, on peut voler mon sac à main. Tout de suite, elle tombe, elle se casse l'épaule. Hein. Tout de suite, elle tombe, elle se casse la hanche, elle se casse le poignet. Hein. Quand tu rencontres n'importe quelle grand-mère dans un quartier difficile ou même dans un quartier ordinaire, c'est la seule chose qu'elle te raconte. Hein. Tu dois dire quelque chose. Quand tu vas en canoë-kayak, tu as aussi les paysans qui ont des problèmes de paysans. Et tu vas leur dire, tu dois saluer 1000 personnes et dire, répondre à leurs problèmes. Quand tu as 2 pas de ton suicide, ça veut dire que tu as une dépression nerveuse terminale. Tu fais pas ça. Tu vas pas là-bas. On avait déjà expliqué ça le mois dernier. Abondamment. Pendant plus de 20 minutes. Et l'année dernière et l'année d'avant, on avait aussi expliqué ça abondamment.
Le 1er mai, quelqu'un qui fait une dépression nerveuse terminale, c'est-à-dire grave, qui va conduire au suicide, jamais ne va au boulot, c'est-à-dire 100% jamais ne va au boulot. 100% jamais ne va au boulot pour parler à des délégués syndicaux. 100% jamais tu vas en canoë-kayak en tant que député maire où tu vas rencontrer des grands-mères, des paysans qui vont te parler. Tout le monde va te parler de leurs problèmes. Les médecins aussi ont des problèmes. Ils s'en parlent, des hommes politiques. Voilà. Voilà, quand ils font ce genre de choses, les gens disent leurs problèmes et ils doivent recevoir, ils doivent manifester qu'ils ont compris le problème et dire voilà, on tire des débuts de solutions possibles. Voilà. Et c'est très très difficile. Et tu fais pas ça quand tu es en train de faire une dépression terminale, c'est-à-dire grave. Le grade 3, c'est-à-dire il y a une dépression légère, dépression modérée, dépression nerveuse sévère. On avait expliqué pourquoi quelqu'un qui fait une dépression nerveuse même légère ne s'habille pas, se rase, se brosse les dents pour aller en nulle part. Certainement pas pour aller recevoir 22 délégués syndicaux, un canoë-kayak où il y a du bruit en plus. Donc même comme spectateur ordinaire, qu'on ne va pas t'embêter, tu vas pas parce qu'il y a du bruit en plus, il y a la foule. Et en 3e position, il était allé déjeuner avec sa femme, chez ses enfants. 67 ans, tu es un grand-père. Donc, quand tu vas déjeuner en famille, il y a 20 personnes. Donc, il y a tes enfants et leurs épouses et leurs époux. Et il y a tes petits-enfants, c'est-à-dire les enfants de tes enfants. Et tu as toujours des enfants de 2 à 4 ans. Ils ne viennent pas pour manger, les petits-enfants, comme s'ils ne mangent rien du tout. Ils sont là pour jouer. Ils font un boucan incroyable. Donc, si tu as même seulement une douleur dentaire, tu ne vas jamais manger en famille. Parce que tu as un enfant de 2 ans et un autre enfant de 4 ans qui vont jouer pendant 2 heures. Et ta douleur dentaire, c'est comme si tu étais en train de te frapper sur la tête avec un marteau. Donc, tu ne vas pas déjeuner en famille. Et quand tu as une dépression nerveuse grave, tu ne vas pas déjeuner en famille non plus. Tu restes dans ton jardin. Quand tu es un premier ministre, tu restes dans ton jardin. C'est des beaux jardins, comme le jardin d'un chirurgien. Tu restes chez toi. Donc le jour où Pierre Bérégovoy est supposé s'être suicidé, il a fait 3 choses qui sont impossibles dans le cas d'une dépression nerveuse même légère. Je répète, dépression nerveuse même légère, tu ne te lèves pas, tu te brosses pas les dents. Bon, quand tu es avec ton épouse, évidemment, tu es obligé de le faire. Mais tu t'habilles pas pour aller parler à 20 délégués syndicaux. Tu vas pas en canoë-kayak parce que là, il y a du bruit, un bruit terrible. Et on avait dit que les maladies psychiatriques, c'est 1 milliard de fois plus complexe et plus grave que les maladies somatiques. Tu as une douleur dentaire, tu vas nulle part. Tu vas pas en canoë-kayak. La douleur dentaire, c'est une maladie somatique, c'est-à-dire le corps. Et n'importe quelle maladie psychiatrique devient tout de suite 1 milliard de fois plus complexe et plus grave. Psychiatrique, c'est l'esprit, c'est l'âme, c'est l'affect. On avait expliqué. Et tu vas pas manger en famille. Ça, c'est 3 choses qu'il a faites et qu'on ne fait jamais, même dans une maladie somatique. Quelqu'un qui a une entorse, modérée comme ça, ligament latéral, il va nulle part. Quelqu'un qui a une douleur dentaire non plus ne va nulle part. Quelqu'un qui a des céphalées, ou la migraine, il va nulle part. Et ça, c'est des maladies de type somatique, le corps. Il ne fait pas les 3 choses que Pierre Bérégovoy a faites le 1er mai 1993, le jour de son suicide, qui est donc un assassinat. Ça, c'est du côté de Pierre Bérégovoy. Maintenant, du côté, par exemple, de ses gardes du corps. Quand tu es Premier ministre, il a été secrétaire d'État à l'Élysée depuis 1981, quand Mitterrand a été élu. Ça veut dire que tu détiens les secrets de l'État au plus haut niveau. Et que tu es gardé, comme on voit chez les Américains, on appelle ça par des services spéciaux. C'est-à-dire par la police la plus évoluée, la plus sophistiquée au monde. Tu n'es pas gardé par un policier quelconque comme ça. Mais ça n'existe pas de policier quelconque. Quand tu es garde du corps d'un premier ministre qui a été secrétaire de l'Élysée pendant plus de 10 ans, et ministre de l'économie, ministre des finances, ministre toute sa vie quasiment, tu deviens possesseur, tu es détenteur des secrets les plus sophistiqués du pays. Et ton garde du corps devient un policier qui est vraiment très très un grand policier,
même plus que Colombo, même plus que n'importe quel policier sur la Terre. Alors, on dit qu'il s'est suicidé par l'arme de service de son garde du corps et qu'il devait passer un coup de fil à sa femme ou à sa maîtresse et qu'il a demandé à son garde du corps de lui laisser l'intimité de la conversation et que son garde du corps a laissé son arme dans la boîte à gants. Bon, ça, ce n'est pas possible. Tu prends même un policier dernier de la classe, il va te dire qu'il se sépare jamais de son arme de service. Jamais. Donc, l'arme d'un policier fait partie, ou d'un militaire fait partie de son corps. C'est comme sa main, comme son oreille, comme son nez. Que ce soit son fusil ou son pistolet, il ne s'en sépare pas. Et tu ne peux pas le lui arracher. C'est plus facile de lui arracher son nez que de lui arracher son fusil ou son pistolet. Donc si tu veux faire un plan pour lui arracher son arme, son pistolet ou son fusil, fais le même plan pour lui arracher son oreille. Tu verras que c'est impossible. Et contrairement à ce qu'un civil peut croire, un policier ne se défend pas avec son arme. L'arme peut servir au policier pour défendre une tierce personne à distance que tu es en train d'agresser, par exemple. Mais un policier, si tu l'attaques, il se défend tout seul, avec ses propres mains. Ils sont formés à toutes sortes de techniques de combat, les militaires aussi. Mais c'était pour dire que l'arme d'un policier, fusil ou pistolet, fait partie de son corps et tu peux pas, il ne l'abandonne pas comme ça sur la table du restaurant pour aller téléphoner à sa femme. Il ne l'abandonne jamais dans la boîte à gants. Donc ça, c'est une moquerie. En fait, c'est pour ça que nous traitons le sujet, parce que c'est des assassinats de type Ku Klux Klan qui relèvent de la franc-maçonnerie d'Albert Pike. Celui qui a assassiné George Floyd, il s'est fait sous forme d'une moquerie. Voilà. Il n'est même pas en train de se moquer de George Floyd ou de la femme de George Floyd ou des amis de George Floyd. Il est en train de se moquer de lui-même et de sa femme. Parce que le beau policier qui a tué George Floyd aux États-Unis en lui écrasant le cou, c'est un très très beau policier. Un beau mec comme ça, sa femme doit être même encore 1 milliard de fois plus belle. Alors, quand on te voit à la télévision en train de faire une connerie comme ça, quand tu rentres à la maison, ta femme est partie. Ta femme ne s'en remettra jamais. Donc la femme du policier qui a tué George Floyd. Donc c'est pour ça que nous traitons le sujet, parce que c'est des séquences de moquerie. C'est des séquences de moquerie. C'est pour ça que la femme de Pierre Bérégovoy est morte sans avoir fait son deuil. Parce que c'est des séquences de moquerie. On te dit que ton mari s'est suicidé. Mais mon mari ne voulait pas se suicider, il n'avait pas l'intention de se suicider. Voilà. Et elle le sait, c'est pourquoi elle le dit. On dit que non, voici 2 copains qui ont témoigné que lui voulait se suicider. Je dis, mais non, il ne voulait pas du tout se suicider. Je fais partie d'un groupe politique, tout le monde a perdu les élections sauf toi, et maintenant tu te suicides. Jamais. Donc on était en train de préciser que donc jamais un policier qui est garde du corps de ce niveau-là, on ne parle pas du garde du corps du maire du village, on ne parle pas du garde du corps du préfet. Le préfet, c'est une personne importante. Mais on parle là d'un homme politique qui a été dans tous les secrets de l'État depuis 20 ans. Qui était Premier ministre, secrétaire de l'Élysée, c'est-à-dire secrétaire du président de la République. Ministre des Finances, ministre de l'Économie, député, maire, toute sa vie. Donc son garde du corps ne peut pas, un petit policier, gardien de la paix comme on les appelle auparavant, ne peut pas laisser son arme nulle part. Et quand tu es garde du corps de Pierre Bérégovoy, qui était secrétaire de l'Élysée pendant plus de 10 ans, ministre des Finances, ministre de l'Économie et Premier ministre, tu laisses pas ton arme comme ça, magnum dans la boîte à gants, comme ça, pour aller faire les 100 pas dehors. Donc ça, c'est une moquerie. C'est ça, une moquerie. Moquerie veut dire quelqu'un en train de se moquer d'abord de lui-même et de toi et de tout le monde. Et que tout le monde se moque de tout le monde. C'est les journalistes qui écrivent ça, ils sont en train de se moquer de eux-mêmes et de tout le monde aussi. Ce qui aggrave un travail impossible de deuil. Parce que quand on vient de dire que ton mari s'est suicidé alors que c'est un assassinat, tu ne peux pas faire ton deuil. C'est pour ça qu'il faut traiter ces sujets-là.
Il faut aussi les traiter parce que c'était le début de la détérioration de la police qui arrivait à la police qu'on a aujourd'hui, qui tire sur les jeunes filles, dans l'œil des jeunes filles en disant qu'elle était en train de casser. Une jeune fille ne casse pas. Hein. Tu donnes même un gros marteau à une jeune fille comme celle lesquelles on a tiré dans les gilets jaunes là, elle casse rien du tout. Hein. On n'est pas en train de faire du sexisme, mais les femmes n'ont pas cette intelligence là. Une femme peut faire tout ce qu'un homme fait, hein, c'est pas ça qu'on dit. Mais la jeune fille, les jeunes filles qu'on tire lesquelles on a tiré, c'était pas même les hommes, hein, c'était pas des casseurs. Tu vois bien comme ça que c'était des gens qui étaient beaux, qui étaient propres, qui se payaient pas. On dit pas que quelqu'un qui est bon ne peut pas tuer ou casser, hein, c'est pas ça qu'on veut dire. Donc c'est des séquences de moquerie. Un policier, je le répète, un petit policier, même stagiaire, ne laisse son arme nulle part. Voilà. On ne donne une arme à une personne que quand il a compris ce prérequis, c'est-à-dire quand il a compris que il y a une responsabilité importante. On parle même des chasseurs. Un chasseur, il est comment? Mon grand-père qui sortait pour chasser avec son fusil. Après, nous on l'attendait calmement, des petits enfants de 3 ans, 4 ans. On voulait juste aller toucher à son arme. Il avait plusieurs coffres forts, épais comme ça. Mais j'ai jamais su. Dès qu'il entrait dans la chambre, on faisait semblant qu'on ne voyait rien. Et dès qu'il sortait, on allait dans sa chambre. On n'a jamais vu là où il mettait son fusil. On n'a jamais vu ni touché le fusil de mon grand-père, sauf comme ça lors des cérémonies de deuil. On tire des coups de feu en Afrique, on tire des coups. Et parfois, il tient l'arme et toi, tu tires sur la gâchette. Voilà, c'est tout. Donc, un grand-père, un villageois comme ça. Un grand-père, hein, totalement villageois, dans un village, tu vois les petits enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, toute ma vie, j'ai jamais touché avec mes mains, sauf dans le cas comme ça, je dis qu'il y avait un deuil, hein, par exemple, quand ma grand-mère est morte, j'avais 15 ans, et donc, dans les cérémonies de deuil, à un moment donné, on tire des coups de fusil en l'air, et donc il tient le fusil, et toi, tu appuies sur la détente, voilà. En dehors de ça, toute ma vie, j'ai jamais touché à un seul des fusils de mon grand-père. Voilà. Pourtant, c'était un civil dans un village. Il avait plusieurs coffres forts, tu ne pouvais même pas savoir dans lequel des coffres forts il avait mis le fusil. Et même peut-être que le fusil n'était même pas dans un coffre fort et qu'il avait juste rangé intelligemment. Et nous, toute notre vie, moi et mes cousins, on pensait quand on avait 2 ans, 3 ans, toute notre vie, on voulait toucher l'arme, c'est-à-dire pouvoir toucher comme ça, voilà. Donc jamais un policier ne laisse comme ça, il est garde du corps de Pierre Bérégovoy, il laisse son pistolet Magnum dans la boîte à gants. Ça, c'est une moquerie, c'est 100% impossible. Et s'il l'avait fait, Pierre Bérégovoy, tu ne peux pas faire toute une journée comme ça de 4 heures, 2 heures de délégués syndicaux, 2 heures de canoë-kayak, 2 heures de déjeuner en famille pour aller te suicider après. Ça, c'est totalement impossible. Il faut parler de l'affaire Pierre Bérégovoy parce que c'est un exemple caricatural. Et c'est la première fois de toute l'humanité que l'État assassine un homme d'État de ce rang-là et qui avait servi le pays avec la plus grande probité. C'est-à-dire on ne peut lui reprocher rien du tout quand il était secrétaire à l'Élysée, ministre des Finances, ministre de l'Économie ou Premier ministre. Il était toujours en service en tant que député et maire avec toujours la plus grande probité. C'est la première fois dans l'histoire de la France et dans l'histoire de l'humanité qu'un pays assassine un homme d'État qui avait servi son pays avec une telle probité. Et sa femme est morte dans ces mêmes moqueries psychiatrisantes parce qu'elle disait non, mon mari s'est pas suicidé. Et on disait oui, il s'est suicidé. Voilà. Donc pour la première, il faut ici nous faisons quelques réserves en disant donc quand nous parlons quand on dit que Pierre Bérégovoy ne s'est pas suicidé mais qu'il a été assassiné, on n'est pas contre Pierre Bérégovoy, on n'est pas contre sa famille. Sa femme est morte sans avoir fait le travail de deuil. Tu ne peux pas faire un travail de deuil. Le travail de deuil veut dire que quelqu'un est mort et que tu as accepté sa mort et que ce n'est qu'en acceptant sa mort que tu reçois une consolation comme ça de la part de Dieu ou de la part de l'univers.
Et que tu peux donc même par exemple te remarier. Voilà. C'est ça qu'on appelle le travail de deuil. Quand ce travail de deuil n'est pas fait, ça veut dire que tu ne peux pas te remarier. Parce que ton corps, tu n'as pas accepté le deuil. C'est comme si pour toi il vivait même toujours. Voilà. Sinon, c'est comme s'il y avait eu une telle injustice que tu tiens à réparer cette injustice avant de te remarier. Je ne parle pas de Pierre Bérégovoy, là son épouse était déjà très âgée, mais on peut toujours se marier à tous les âges. Mais quand on parle du suicide policier, souvent on dit un policier de 22 ans s'est suicidé. Sa petite amie doit être la plus jolie fille du quartier, elle ne peut pas se remarier, ce qui est terrible. Parce qu'elle voit qu'il y a eu une injustice, et qu'elle voit qu'on lui a menti, qu'elle voit qu'on est en train de se moquer d'elle. Parce que son petit ami était très beau, elle-même elle est très jolie, et qu'ils avaient prévu d'aller manger dans un restaurant, d'aller au théâtre, d'aller au concert, je sais pas moi, d'aller à un endroit en concert, à un opéra. Le jour où il prétend s'être suicidé, alors que, voilà, en partant au boulot, il avait dit je mettrai ceci ou cela, voilà, il a prévu les vêtements qu'il allait mettre pour aller à l'opéra, ou pour aller au concert. On vient annoncer à 15h ou à midi qu'il s'est suicidé. Voilà. Donc ça, c'est des séquences de moquerie. C'est pour ça qu'il faut traiter ce sujet-là. Donc dans la réserve, on est en train de dire que donc on dit que le suicide policier, ça veut dire qu'un policier a assassiné un autre policier ou qu'un policier a assassiné un civil. On n'est pas contre la police parce que 90% des policiers ne sont pas comme ça. Il n'y a que 10% des policiers qui peuvent éventuellement basculer dans ce genre de perversion, de revers. Mais dans tous les corps de mon métier, quelle que soit la détérioration qu'on peut atteindre, il y a toujours 10% de personnes qui sont incorruptibles et qui peuvent recevoir d'une manière très spontanée le message que je dis là, sans que j'ai besoin de faire les réserves que je fais maintenant. Parce qu'ils comprennent bien ce que je dis. On appelle ça aussi jeu du foulard. Les suicides des petits-enfants sont majoritairement des assassinats. J'ai mis quelques images pour montrer que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est juste devenu endémique, ça veut dire que c'est devenu plus grave. Mais les suicides des petits-enfants, c'est des assassinats. On appelle ça jeu du foulard.